Ce soir, nous parlerons en première partie de plateau de ce jeu de ping-pong entre l'opposition et le pouvoir. Le procureur de la République, vous vous en souvenez, avait annoncé de probables poursuites judiciaires des personnes responsables de la désobéissance civile des élections présidentielles de 2020. L'opposition à travers le PPACI et le PDCI n'a pas tardé à réagir, appelant le gouvernement à faire de la réconciliation nationale une priorité et à aller au dialogue politique. Ce à quoi le RHDP répond, et je cite, « Le dialogue politique ne saurait être une entrave au bon fonctionnement, sinon au fonctionnement normal de la justice. » Alors, ce jeu de ping-pong menace-t-il le dialogue politique entamé en décembre 2021 ? Nous en parlerons tout à l'heure. Notre deuxième sujet portera sur les congés anticipés qui ont conduit 70 jeunes élèves au centre de service civique de Brin-Bresseau. Ils sont sortis, ils ont repris les cours, mais quelle est la suite? Et surtout, quelles sont les solutions à l'incivisme qui semble se généraliser en Côte d'Ivoire? Alors, pour aborder la première partie de cette émission, notamment le premier sujet qui a été annoncé, j'ai le plaisir de recevoir Dr Préyon Claude Naï. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste, enseignant-chercheur à l'université de Korobo. Tout à fait. Et juste en face de vous, nous avons Landry Kyo, qui est juriste et qui est un habitué de ce plateau. Comme invité également, nous avons Dr Boka Sako-Gervais, président de la FIDOP. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chère madame. Juste en face de vous, docteur, nous avons un autre docteur, docteur Paul Agoubdi Hervé, Oui. homme universitaire et homme politique. Oui. Comment on réussit à faire les deux? Il en va ainsi de l'histoire de la pensée en tant que critique, que ceux qui sont chargés de faire l'observation de la cité descendent de temps en temps dans l'arène politique. Ainsi est mon cas, ma situation. Ok, d'accord. Juste à côté de vous, on a Félix Boni, journaliste éditorialiste. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Evelyne. Et meilleur aux Ivoiriens que je retrouve d'accord. sur le plateau. Aristide Nkenda, merci d'être avec nous ce soir. C'est un immense honneur pour moi, Evelyne, et bonne année à tous. Voilà, donc je profite ici pour dire bonne année à vous. Bonne Merci, année meilleurs vœux. Merci, chère madame. D'avoir répondu à l'invitation de NCI. Avant donc d'aborder le sujet de ce soir, je vous propose ce reportage de Thier Médandier et de Mathurin Badé, ce reportage qui revient donc et qui situe le contexte de ce soir. 16 décembre 2021. Retrouvailles entre animateurs des forces politiques du pays. Les mines sont gaies, l'ambiance cordiale. À la satisfaction du Premier ministre Patrick Hachi, invitant à saisir au bon la balle de la chance nouvelle de la cohésion retrouvée. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vues légitimes qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Appel entendu, difficile de répondre par l'affirmative avec la présence inattendue du gaz dans l'eau du dialogue inclusif. Moins d'un mois après, en effet, jeu de ping-pong entre opposition et pouvoir. L'air de jeu, la récente conférence du procureur de la République. Mercredi 5 janvier, le PDCI et le PPACI, dans une déclaration commune, ouvrent les hostilités. La sortie du procureur et le silence du gouvernement quant à la suite attendue des travaux de dialogue, une semaine après la nouvelle date butoir, constitue un faisceau d'indices concordants suffisant pour justifier les interrogations du PDCI, RDA et du PPACI sur la volonté réelle du gouvernement de conduire le dialogue politique qu'il a librement initié. 24 heures après, place à la réplique. Elle se fait sans gants. Le RHDP dénonce avec force les insinuations malveillantes et les dérives d'une coalition funeste qui manœuvre inlassablement contre la vérité et l'œuvre de justice. Le RHDP rappelle que la justice n'est pas l'antithèse de la paix et du dialogue, que la poursuite du processus judiciaire doit se faire parallèlement au dialogue politique en cours. Avec cette passe d'armes entre opposition et pouvoir, quel présage pour la suite des débats? Un activisme de la société civile se prononce. C'est une situation qui est née d'une crise de confiance
cette levée de bouclier entre l'opposition politique et le gouvernement à la veille du dialogue politique qui a débuté n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Même si les deux parties essaient de justifier leur position par rapport à l'événement qui a déclenché cette situation de crise de confiance. Les démons de la division vont-ils l'emporter sur la colombe de la paix qui semblait avoir pris son envol dans le pays? La réponse, comme une balle, se trouve dans le camp des acteurs politiques. Tous invités à calmer le jeu pour des assises dans un climat de confiance et de sérénité. Retour donc sur ce plateau pour aborder le sujet. Alors messieurs, l'année 2021 s'est bien achevée, c'est achevé avec le début du dialogue politique à la grande joie de tout le monde. Et l'année 2022 commence avec cette tension. Je veux commencer avec vous, docteur Préyon, qu'on a entendu dans cet élément. Vous avez parlé de crise de confiance. Selon vous, quels sont les éléments qui expliquent la situation actuelle? Merci madame. Je pense que la situation qu'on vit est une situation quand même étonnante. Hein. Quand on voit depuis le 17 décembre, le Premier ministre, quand il fixe le cadre du dialogue politique, il est clair. Hein. Il est clair qu'il demande à tous les acteurs politiques de venir contribuer à la paix et qu'il est convaincu qu'il puisse avoir des divergences, il est sûr. Il demande à tous les acteurs de faire un dépassement de ces divergences et de mettre la Côte d'Ivoire au cœur, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation. Okay. Et que toute la nation nous regarde. Donc aujourd'hui, je suis un peu étonné que par rapport à une affaire judiciaire, qu'on puisse penser même que le dialogue politique est menacé. Parce qu'en réalité, l'objectif du dialogue politique, ce n'est pas de libérer des prisonniers. Okay. Le Premier ministre dit qu'il faut réfléchir à comment la paix peut servir au développement de la Côte d'Ivoire. Mais dans ce dialogue politique, les participants à ce dialogue, je me tourne vers vous, M. Kyo, ont des attentes. Tout à fait. Sauf qu'il ne faudrait pas non plus oublier qu'il y a un cadre dans lequel on vient dialoguer. On ne peut pas traiter de tout en même temps. Et bien sûr, pour des questions qui sont proprement judiciaires, vouloir leur donner une issue politique. Dans tous les cas de figure, c'est regrettable, bien sûr, qu'on soit dans cette situation où la surenchère est porté par le propos politique, mais il faut donc garder raison et puis rester serein. Pour moi, le véritable métronome, c'est le président de la République. C'est lui qu'il faut écouter. Dans son discours du 31 adressé au peuple de Côte d'Ivoire, il a une volonté qui est certaine et qui est claire. D'abord, d'entre-deux jeux, il ne manque pas de pouvoir féliciter toute la classe politique. Pourquoi? Il félicite toute la classe politique, comme je le disais il y a une semaine, parce que c'est un effort commun. C'est un travail commun qui permet à la Côte d'Ivoire de trouver sa quiétude, une situation, un environnement apaisé. Et le porte-parole du PPACI ne manque pas de préciser que c'est librement que le gouvernement ivoirien, je dis bien librement que le gouvernement ivoirien prend l'initiative de restaurer ce précieux instrument de communication qu'est le dialogue politique afin de pouvoir renforcer les acquis d'apaisement et de paix que nous sommes en train de construire sur la longue durée. Donc si aujourd'hui on connaît ces soubresauts, c'est une question d'interprétation. Nous avons un interprétation de quoi? Le procureur de la République fait son travail. Okay. On se serait plaint de ce qu'il y ait une enquête menée et que jamais il y ait eu des résultats d'une enquête, n'est-ce pas? 6 mois après, il faut donner des résultats. On peut s'inquiéter du timing, mais dans tous les cas de figure, il ne faudrait certainement pas s'en inquiéter outre mesure, pas pour dire qu'il n'y aura rien, mais juste dire que le dialogue peut continuer, doit pouvoir continuer sereinement, et à l'issue de celui-ci, on pourra donc pouvoir trouver des solutions pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller sereinement. Et on reviendra certainement sur ces solutions. J'aimerais me tourner vers vous, Dr Boga. Vous faites partie, en tout cas sur ce plateau, des personnes qui ont assisté à l'ouverture du dialogue politique. Vous avez écouté, entendu en direct le discours du Premier ministre. Est-ce que vous avez le sentiment que l'opposition a répondu réellement à l'appel du gouvernement? Merci beaucoup pour la question. Moi, je voudrais, comme vous le mentionnez, je voulais préciser que revenu d'exil, moi, je me suis mis dans un cadre vraiment de la réconciliation de notre pays. Okay. Le Premier ministre a estimé, en tout cas je l'en remercie, que notre structure, la FIDOP, avait sa place au cœur de la société civile pour participer à ce dialogue. Et prenant la parole, moi j'ai été très clair.
la société civile, en tout cas en ce qui concerne ma structure, c'est d'être un peu l'arbitre. Parce que j'étais en exil, étant membre même fondateur de EDS, j'ai su que pour des termes de référence, un dialogue politique avait paralysé la Côte d'Ivoire. Expliquez-nous. C'est-à-dire que l'opposition n'avait pas reçu à temps les termes de référence sur lesquels le dialogue devait se passer. Et je trouve que ce sont des détails qui paralysent toute une nation. Il faut qu'on évite cela. Donc, dans mon rôle d'arbitre, je répète, la sortie du procureur Adou est très malvenue. Okay. Parce que le procureur, là, c'est vrai, la justice, on connaît les 3 pouvoirs en démocratie. Mais le procureur travaille pour le pouvoir. Vous pensez que ça devait venir à quel moment? Parce que ce dont nous devions parler, là, chacun de nous a proposé ces termes, ces sujets, parce qu'on nous a demandé pour une fois de proposer nous-mêmes les thématiques. Et j'ai vraiment salué cela parce qu'habituellement, le gouvernement a ces thèmes qu'il impose. Et on considère que ça peut être biaisé. Parce que les priorités du gouvernement ne sont pas forcément celles de l'opposition. Okay. Pour une fois, on dit vous-même proposez. Et puis après, on se retrouve pour faire une sorte de putting together, c'est-à-dire une mise en commun pour sortir les thèmes de référence. Okay. Et donc, quand le procureur sort, la façon dont il est sorti, actuellement, tout le climat apaisé, confortable, dans lequel se trouvaient tous les acteurs, est bouleversé. Et ne me dites pas que la justice fait son travail. On est dans ce pays, on sait les limites de la justice. Donc si on veut se réconcilier, c'est ce qui nous a entraînés dans la crise là, que nous voulons débattre d'un point de vue politique. On vous a bien compris. Docteur Paul Agoubi, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que c'est une question d'interprétation? Non, pas du tout. De timing? Pas du tout. Question de timing, certainement. Il faut interroger le timing. Mais il faut aller au-delà. Selon parce que, vous, quel était le bon timing pour cette sortie du procureur de la République? Des enquêtes ont été menées. Oui. À un moment donné, le procureur décide de faire sa communication. Vous voyez, il y a une question initiale qu'il faut traiter. Et à 2 reprises, on a manqué de la poser. En 2010, quand on sort de la crise post-électorale, il est question de savoir si le processus va être judiciaire ou si on va regarder la chose d'un point de vue de la justice transitionnelle. Okay. Certains subissent effectivement toute la charge de la justice quand, par ailleurs, on parle de réconciliation nationale. Là, on vient de finir une séquence qui a discuté effectivement des questions judiciaires, mais des questions juridiques également sur l'interprétation de la Constitution. Et il s'en est suivi la désobéissance civile qui n'est pas quelque chose d'anodin dans la vie démocratique d'un pays, c'est-à-dire des gens qui décident de se mettre hors du cadre de la loi parce qu'ils discutent la pertinence, effectivement, de l'interprétation de la loi. Quand on décide d'en venir à la réconciliation, au dialogue politique, la question fondamentale qui est posée avec l'intrusion du procureur de la République dans le débat... Intrusion, c'est pas un mot un peu l'intrusion du procureur de la République, je maintiens le terme, dans le débat, c'est de savoir si, effectivement, il s'agit d'un dialogue politique ou bien s'il s'agit de poser des questions, n'est-ce pas, de justice et que la vie démocratique suive son cours avec, n'est-ce pas, l'exercice normal des différentes institutions. Où on a un problème politique en Côte d'Ivoire et on le règle, où on estime effectivement qu'il n'y a aucune difficulté d'ordre institutionnel et puis la vie suit son cours. Donc on ne peut pas faire les deux à la fois, il faut choisir un moment. Félix Boni. Mais vous avez entendu que de part et d'autre, quelles que soient les positions, on parle de timing, d'intrusion. Et moi, il faut se poser certaines questions qui vont quand même éclairer l'opinion parce que on parle de dialogue politique. On aurait pu parler de dialogue social. On a vu le gouvernement dialoguer avec les hommes d'affaires. On aurait pu parler de dialogue national. Mais on parle de dialogue politique. Et vous avez vu, Dr Boga a dit, moi, en tant que société civile, j'ai pris une option de servir d'arbitre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on veut ce dialogue? Mais ce dialogue, il a déjà commencé depuis le 11 novembre 2020, lorsqu'on est sorti de crise dans la fournaise, quand le président de la République allait rencontrer le président Bédié. C'était d'abord l'amorce de ce dialogue. Ce dialogue s'est poursuivi avec la rencontre le 27 juillet entre les 2 ex-chefs d'État qui étaient de farouches adversaires pendant la crise post-électorale de 2010. Le président Ouattara et le président Gbagbo se sont rencontrés. C'était un élément important de ce dialogue. Ce qui a été salué par la population générale. Et récemment encore, le 21 octobre, tout récemment, Afin N'Guessan, qui a été le porte-parole du fameux CNT, a été également rencontré par le président de la République. Mais ce dialogue politique, pourquoi politique? Quel est le contenu de ce dialogue? Pourquoi l'a-t-on voulu politique? Qu'est-ce que ce dialogue veut régler comme problème?
Est-ce que les problèmes que ce dialogue veut régler politiquement ne se retrouvent pas dans les questions judiciaires posées par le procureur de la République 12 jours après que l'État, au haut sommet de l'État, l'on ait voulu le dialogue politique, par le Premier ministre l'a souligné, voulu par le chef de l'État qui m'a instruit. Est-ce que le procureur lui-même, qui vient le 12 jours après, le procureur engage une procédure, est-ce que les questions-là ne se retrouvent pas dedans? Je pense que quand on envoie les acteurs de ce dialogue aller réfléchir pour proposer les thématiques, je suis persuadé que dans les propositions, il revient les questions qui nous ont plongé dans la crise en 2020. Il est clair que ces questions allaient trouver un consensus. Le dialogue, c'est trouver un consensus. C'est inconciliable. Merci. Pourquoi engager un dialogue le 16 décembre et le 28 décembre, c'est-à-dire 12 jours après, on se retrouve dans un schéma qui vient remettre tout à cause. On a terminé l'année. Que dites-vous et que faites-vous de la séparation de pouvoir? Oui, mais la séparation... Écoutez, le politique, dans nos États, vous n'allez pas me dire que le politique n'est pas au-dessus de la gouvernance d'État. Le politique ou la politique soutient la gouvernance d'État. Si le chef de l'État, qui est le chef suprême de tout l'État, j'allais dire de toutes les administrations, a voulu le dialogue politique et a rencontré les acteurs de cette crise même qui est au cœur de la question judiciaire, je pense que quelque part, il faudrait donner sa chance au dialogue politique, je cite bien sûr le mot politique, pour que cela puisse nous conduire. On aurait pu commencer à amorcer 2022 dans une belle atmosphère, on a terminé 2021 dans une belle atmosphère et on revient avec les vieux démons comme l'a dit votre reporter. Merci Félix Bonny. J'aimerais juste préciser aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'appeler et de réagir au 27 21 59 91 00. Voilà, 27 21 59 91 00. Vous avez la possibilité donc d'appeler pour donner votre avis dans cette émission. Aristide Nkenda, je me tourne vers vous pour votre pensée sur tout ce qui a été dit sur ce plateau. Mais vous allez me permettre, Evelyne, de souhaiter Akwaba à Dr Boga, que je vois pour la première fois. Merci. Vous savez, il est en exil. Merci. Et aucun enfant de ce pays ne doit être en exil. Merci, cher ami. Et c'est un intellectuel. Et je crois qu'il a sa place dans le champ politique pour la production d'idées, parce qu'on en a besoin. Alors, ce qui m'intrigue un peu dans ses propos tout à l'heure, c'est qu'il dit qu'il est membre fondateur de EDS et qu'en même temps, il est arbitre parce qu'il est la société civile, parce qu'il est le président des FIDOC. Bon, je ne sais pas. Pour vous, il y a une incohérence? Mais puisque, je ne sais pas, on ne peut pas en même temps être arbitre et joueur. Non, mais s'il a démissionné de DS. Je ne sais pas s'il a démissionné. Bien sûr que j'ai démissionné. Ah, d'accord. Je veux qu'on comprenne. Non, mais je peux... Rapidement, vous pouvez répondre. Non, mais rapidement. On se retrouve en exil et l'opposition est délabrée et tout. Et puis la société civile, à la vérité, sous le continent africain, n'a pas la force. On n'a pas de masse. Nous avons des cerveaux, on réfléchit, puis on fait des propositions. Et donc, en exil, toutes les parties, on décide de mettre en place une grande coalition qui va permettre à l'opposition de se coaliser dans une fêtière où se trouvent des partis politiques et des organisations de la société civile. Je fais partie de ceux-mêmes qui ont inventé l'instrument. Et c'est comme cela que... Parce qu'au passage, les partisans de M. Gbagbo n'avaient plus d'existence vu qu'une partie du FPI se trouvait avec M. Afi N'Guessan. Donc, toute la base n'avait pas de... Et c'est comme ça qu'on a inventé EDS. Donc, aujourd'hui, quand je rentre en Côte d'Ivoire, parce que la mission, pour ma part, qui a initié EDS est terminée, le président Laurent Gbagbo est libéré, M. Charles Goudé est libéré, et il est même rentré à Abidjan. Quand je rentre dans mon pays... était donc là pour travailler à leur libération. Ah oui, absolument. C'était l'instrument avec lequel on a parcouru l'Europe, les États-Unis et tout cela. Donc ici, j'ai démissionné. Parce qu'en même temps, c'est vrai que je suis de la société civile, mais comme les gens confondent tout, voilà, pour clarifier les choses, j'ai rendu ma démission de EDS et je suis dans une posture, mais là, je vais vraiment te rassurer, pour la Côte d'Ivoire. OK. Merci. On va permettre à Aristide de terminer. Alors, je voulais simplement dire, Evelyne, et je remercie Dr Boga pour la précision, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent. Merci. Maintenant, je voulais simplement dire, pour le cas d'espèce, la question du dialogue politique menacé, mais est-ce que ce n'est pas maintenant sous le dialogue politique, Evelyne? Il y a eu le dialogue politique sous le feu le Premier ministre Amadou Gon, ensuite feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ça continue avec Hachi Patrick. Et Félix Bonny fait bien de dire, on fait ce dialogue. Est-ce que c'est pour résoudre le problème qu'il y a eu après la crise, ou bien pendant la crise, ou bien après la crise de 2020? Non, c'est pour créer les conditions pour que les prochaines élections, les échéances électorales en Côte d'Ivoire... Non, c'est pas si sûr. On ne peut pas faire, on peut pas oublier le passé. Ça fait partie. Oui, ça fait partie, mais je vais dire, et même, allons très vite, il y a séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, d'abord législatif, le pouvoir judiciaire. Et le procureur
Vous savez, nous sommes dans un système de sources juridiques germano-rhéumatiques, de sorte qu'on ne passe pas le juge d'instruction, on instruit l'affaire. Et ça peut prendre un temps. Et quand le procureur fait son communiqué, rend les résultats de l'enquête, ça dépend maintenant au président de conduire la poursuite ou pas. Il fait son travail. Il faut laisser chacun faire son travail. Je crois que le procureur a fait son travail. Jusque-là, on n'a poursuivi personne. Donc, ça revient au président de la République, qui est le garant de la machine judiciaire, de dire on peut engager le poursuite ou pas. Okay. Parce que le procureur, comme a dit le docteur Boga, travaille pour le gouvernement. Donc, maintenant, je vais terminer en disant rapidement que Landry Kyo l'a dit, nous sommes dans une dynamique où on est en train de construire une société ou bien de reconstruire une société qui a toujours été dynamique. Il faut que l'opposition vienne avec des idées. Et je pense que c'est là qu'on les attend. Et dans ce dialogue, le FPI a publié officiellement ses propositions dans le journal Notre Voix. On a vu, tout le monde a lu, que les autres publient et qu'on aille, et puisque, comme a dit le Premier ministre, c'est une chance. Merci Aristide. En tout cas, l'opposition vous répondra qu'ils ont leur proposition. Avant de vous donc, laisser la parole, je voudrais prendre ce téléspectateur qu'on a au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Quel est votre avis? Oui, en fait, ce que je voulais dire, je rejoins un peu Aristide Nkeda. OK. Depuis, il faut que les gens observent le président de la République. Le président Alassane Ouattara a toujours dit la justice fait son travail et le reste, quand l'information est sur lui, c'est l'exécutif. Il faut séparer l'exécutif du pouvoir judiciaire. Et dès lors que le pouvoir judiciaire a travaillé et qu'aujourd'hui, il a ces informations, au regard du dialogue politique, on verra ce qu'il y a à faire. Okay. Mais on ne peut pas nous dire que le procureur est mal sorti. Le procureur fait son travail à son temps bien déterminé et il donne des informations. Quitte à l'opposition de prendre ces données du procureur et puis analyser pour faire des propositions au niveau du dialogue politique. Mais si à supposer que les informations restent dans les tiroirs, et que nous avançons jusqu'au moment où on prend les décisions, on dit que l'enquête n'aboutit pas et que le procureur a mis les affaires dans la tiroir, en disant que l'exécutif s'est interféré dans la judiciaire, dans la politique judiciaire. Donc pour moi, la sortie du procureur est bienvenue, quitte aux acteurs politiques de prendre toutes les dispositions qui ont été données par rapport au procureur et d'analyser et puis faire une offre politique au Premier ministre et puis après nous allons pouvoir analyser. Donc pour moi, je suis d'accord avec Aristide Nkeda. Okay. Je suis d'accord avec sa position. Merci Jean Anno. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réagir à ce que vous voulez dire, mais moi, en même temps, ça va me permettre de poser une question sur donc, le travail de la justice, cette séparation de pouvoir. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que cette justice ne regarde que du côté de l'opposition? Moi, je voulais dire quelque chose vraiment... Parce que effectivement, tout à l'heure, les différents intervenants ont pointé la démarche du débat. Son sens, mais sa démarche. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où, effectivement, l'État de Côte d'Ivoire est en crise. Une crise politique, dit-on. On a demandé aux acteurs politiques réunis autour de la table et les autres de la société civile de proposer des termes de référence. On ne va pas revenir dessus. Non, rapidement, c'est très important de proposer des termes de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait à la fois un état de la nation et un état de la question. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est la question qui est discutée fondamentalement? Ces différents débats, il parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, des débats antérieurs. Mais c'est depuis 2013, le cadre permanent de dialogue, qui a abouti sur un projet de loi qui devait donner un statut à l'opposition. Et depuis lors, on va de débat politique en débat politique. Ça veut dire qu'il y a des questions structurelles, conjoncturelles ici, la CEI, l'analyse de la liste électorale, mais des problèmes structurels qui grèvent la marche de l'État de Côte d'Ivoire. Et je suis absolument convaincu que le personnel politique, qu'on pourrait considérer à quelques égards comme une coterie politique, est totalement disqualifié s'il pensait qu'il est seul pour régler la question, pour la mettre au centre du débat. C'est pourquoi je pense qu'il faut une sorte d'humilité, n'est-ce pas, de ce personnel politique pour faire en sorte de recenser ces différentes propositions, pour élargir les sources de ces propositions. Quand vous dites personnel politique, vous pensez à qui? Je pense à l'opposition, au pouvoir ou à tout le monde? À tout le personnel politique, à l'ensemble, de faire preuve d'humilité pour comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas le bien privé des politiques. Et donc, pour recenser toutes ces propositions et pour faire en sorte d'aller au bout du débat et pour sortir les grandes clés qui devront faire l'objet de ce débat
politique, si on veut, mais nationale, parce que c'est ça qui va être discuté. Ok, d'accord. Sauf qu'Evelyne, je vais donner ici, je donne la parole à Dr Boga, qui depuis patient. Moi, j'ai envie qu'on se pose une question essentielle. Laquelle? À qui profite le dialogue politique? Regardez très bien. L'opposition n'a rien à perdre. Celui qui gouverne là, c'est lui qui est bénéficiaire du bon fonctionnement de l'État. Permettez-nous de comprendre, quand vous dites l'opposition n'a rien à perdre, Je veux dire que l'opposition n'est pas... Oui, de façon générale, mais je peux généraliser comme je peux particulariser. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, à la vérité, vous n'êtes responsable de rien. C'est celui qui gouverne là. C'est lui qui a intérêt. Est-ce qu'on va continuer à réfléchir à je le dis au pouvoir, parce que je ne le suis pas, parce que je ne suis pas au pouvoir, je fais ce que je veux? Mais chère madame, ils sont au pouvoir. Non. Si la Côte d'Ivoire est sereine et tranquille, c'est eux qui bénéficient. Parce que quand on... Evelyne, non. Oui, souffrez. Souffrez, parce que oui, souffrez. Parce que quand vous évoquez les chiffres, à chaque fin d'année, vous évoquez les chiffres à deux chiffres, etc. Vous êtes bien content, parce qu'il y a la paix, etc. Je veux donner une seule image. En novembre 2020, au plus fort de la crise, pourquoi le chef de l'État, le président Ouattara, a-t-il été amené, en fin de compte, à appeler le président Bédié pour que les deux se rencontrent à l'hôtel du Golfe? Parce que la tension était montée à un degré tel que c'était grave pour notre pays. Et quand tu es le président de la République, le destin du pays, il t'incombe en premier. Okay, c'est pour ça que moi je vais lancer... Il faut dire à Dr Boga que ce regard-là, aujourd'hui, ne passe plus. Quand ça marche, ça ne profite pas à ceux qui sont au gouvernement, ça profite aux Ivoiriens, à l'État de Côte d'Ivoire, à la République de Côte d'Ivoire. Oh, d'accord. Donc, il ne faut pas donner l'impression que, parce que l'opposition n'a rien à perdre, l'opposition participe, l'opposition a sa place au sein du truc. Je voulais quand même revenir sur Agoubli. Oui, docteur. Non, Agoubli, Paul Agoubli. Paul Agoubli disait, il pose un vrai problème, que le champ politique n'est pas l'apanage des politiques. Et il faut que la société civile prenne ses responsabilités, même les intellectuels. Sauf que, Evelyne, cette société civile nous donne l'impression qu'elle est toujours l'appendice de certains partis politiques. Oui, et quand... Une mauvaise lecture. Oui, ça peut être une mauvaise lecture, mais chacun porte son propre regard. Moi, je porte mon propre regard. Et je porte mon propre discours et je ne suis pas un sous-traitant de la parole. Je regarde le monde avec mes yeux et ce que je vois là, j'ai l'impression, c'est pas seulement ici, en Afrique généralement, la société civique n'existe pas parce qu'on la soupçonne d'appartenir et d'être manipulée par les partis politiques. Docteur Préyon. Oui, merci, mais je ne suis pas d'avis avec cette manière d'analyser la politique. On fait vite de dédouaner l'opposition politique et on dit mais la responsabilité politique, elle est partagée. Nous, quand on enseigne la science politique aux étudiants, on ne leur dit pas simplement que c'est l'État. On leur enseigne les partis politiques. Les partis politiques ont, dans notre Constitution, été érigés en association d'utilité publique. Et le contribuable ivoirien contribue à les financer. Aujourd'hui, on ne peut pas leur dire qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils n'ont aucune responsabilité. Ils contribuent, on dit, concourent à l'expression du suffrage. C'est-à-dire qu'ils concourent à encadrer politiquement les Ivoiriens et ils concourent justement à créer des conditions de cohésion sociale. Autrement dit, une part de responsabilité. Tout à fait. C'est pour ça que nous, notre argent, notre impôt contribue à les financer. Et l'État, le constituant ivoirien, a fait des partis politiques, des associations d'utilité politique. Et donc, j'aille rapidement sur ce que les autres ont dit. Quand ils disent que la sortie du procureur, ça peut être un obstacle, ça peut plomber les discussions. Mais en même temps, ce qu'on ignore, est-ce qu'on a bien écouté le procureur? Parce que quand il y a eu la crise, même l'opposition appelle aujourd'hui la communauté internationale à la rescousse. Mais la même communauté internationale a demandé de situer les responsabilités et de poursuivre les auteurs. Mais aujourd'hui, c'est ce que le procureur fait. Quand vous l'écoutez, ils ont arrêté le monsieur qui a décapité le jeune homme à Daokro. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Mais pourquoi, quand il s'agit des autorités politiques, des personnalités politiques, on estime que le dialogue politique va prendre Alors, un coup. moi, je vais vous poser une question. Le procureur n'a pas parlé que des autorités, des personnalités politiques. Il a parlé des autres qui ont été arrêtés. OK. Voilà. Monsieur Kyo. Quand j'écoute les uns les autres, à la limite, je suis inquiet.
Je suis vraiment inquiet. Vraiment inquiet du propos de Dr Boga. Dit que l'opposition n'a rien à perdre. Non, ça veut dire qu'on lui donne un blanc-seing, sa capacité de faire tout et n'importe quoi, pour peu que les gens soient dans l'opposition, de marcher, de piétiner les lois de la République. Ce qui est intéressant... Je termine, docteur. Je dis non, laissez-moi terminer. Ce sont vos propos. Et ces propos sont graves. La responsabilité, elle pèse sur tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est homme politique de l'opposition qu'au pouvoir qu'on bénéficie d'une certaine immunité. Parce qu'en fin de compte, on a l'impression que l'homme politique devrait être plus ou moins protégé et que le simple citoyen qui transpire au jour le jour afin de pouvoir contribuer à la vie de la nation et le plus souvent reçoit très peu, soit celui-ci qui soit la bête des sacrifices. Je dis non. Aujourd'hui, on est dans une situation où en Côte d'Ivoire, quand bien même on a besoin d'avoir un dialogue, et je suis d'accord avec Dr Agoubli plutôt, qui dit que ça doit s'étendre au-delà des hommes politiques, parce qu'ils ne sont pas propriétaires privés de la République de Côte d'Ivoire. Même s'il y a des questions qui sont dites d'ordre politique, ces questions-là doivent pouvoir transcender l'homme politique afin que l'on puisse interroger les intellectuels, interroger les Ivoiriens, ou l'Ivoirien lambda. Okay. Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que nous avons un besoin d'aller à la réconciliation, vrai. Mais nous avons besoin donc de parler, de nous parler. Et je ne crois pas un seul instant que les uns et les autres veulent s'arrêter en si bon chemin juste parce que le procureur de la République a fait une conférence de presse. Lorsqu'on écoute M. Katina, il dit quelque chose de précis. Il s'interroge. Il dit la sortie du procureur nous emmène à nous interroger. Okay. Sauf que nous nous engageons à continuer le dialogue politique. Alors, ne faisons pas de la surenchère. Eux-mêmes concernés décident d'y aller. À continuer le dialogue politique. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Il faut voir la réplique du RHDP. Mais comme je suis là sur le plateau, je vais préciser ma pensée. Je dis et je répète, quand vous comparez les deux partis, pouvoir et opposition, il est plus dans l'intérêt. Parce que la paix... Mais c'est dans l'intérêt de toute la nation. Oui, je viens, chère madame. De toute façon... C'est dans l'intérêt de nous. C'est pour ça que nous autres, nous participons en tant qu'arbitres. Okay. Mais je veux dire qu'en le disant, je veux dire que la responsabilité des gouvernants est plus élevée. Chère madame, si le gouvernant n'avait pas voulu, là, moi je ne serais pas sur votre plateau ici, hein, alors que j'ai le droit de rentrer dans mon pays. C'est lorsque le gouvernant, là, il a voulu que moi j'ai pris l'avion pour descendre dans mon pays, alors qu'on ne me reprochait rien. Quand le gouvernant ne veut pas là, M. Blé Goudé est encore là-bas. Donc je veux dire par là que celui qui tient les leviers de la paix, aujourd'hui, la preuve, le dialogue politique, là, nous l'avons réclamé dans la crise du troisième mandat. C'est lorsque le chef de l'État a voulu qu'on a ouvert la 5e phase. Oui. Vous ne pouvez pas ouvrir le dialogue et en même temps faire sortir le procureur. Vous me dites séparation de pouvoir. Le procureur travaille pour l'exécutif. Vous pensez que c'est le pouvoir qui a fait sortir le procureur? Non, je parle du procureur. Oui. Je dis le procureur. Mais quand vous dites que vous ne pouvez pas parler de dialogue et faire sortir le procureur, vous pensez que c'est le parti au pouvoir qui a fait sortir le procureur de la République? Non, mais le procureur de la République, il travaille pour qui? Chère madame, les juristes le savent très bien. Dans le droit, il y a quand même deux parties. Il y a des juges assis qui sont tout à fait indépendants, puis il y a des juges qui relèvent du ministère public. Ok, heureusement qu'on a des juristes. Mais s'ils s'autosaisissent, le ministre de la Justice, comme le chef de l'État peut dire stop, je règle un problème politique. J'ai convoqué toute la classe politique, moi, chef d'État. Et le procureur vient, ça peut déranger. En tant qu'exécutif, je dis stop. Donc, vous avez bien compris, on va prendre un téléspectateur qui nous appelle de Divo, Monsieur Kakou. Bonsoir. Est-ce que M. Kakou est toujours en ligne? Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku. Oui. Voilà, bonsoir. Oui. Merci d'être là. Quel est votre avis sur le débat de ce soir? Oui. Je voulais dire qu'il faut donner la chance à la réconciliation et surtout au dialogue politique qui est engagé. Parce que si on veut rentrer dans le débat de la justice, je pense bien que vraiment cela ne va pas arranger toute la Côte d'Ivoire. C'est dans l'intérêt général que nous devons vraiment regarder. Parce que... depuis 1999, il y a eu les coups d'État en Côte d'Ivoire. En 2002, il y a eu la rébellion. Et après, en 2010, il y a eu une crise où, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Alors, si on veut rentrer dans le débat de la justice, le procureur fait vraiment son travail. Mais si, aujourd'hui, où il y a eu des crises antérieures, si le procureur se prononçait sur des crises, je pense bien qu'on peut comprendre, mais si ce n'est pas la seule crise où il a entraîné la Côte d'Ivoire dans des difficultés. Je pense bien que malheureusement, les politiciens aujourd'hui ont pris notre pays en otage. Ça, vraiment, il faudrait que
le problème, si une façon politique est posée, il faudrait que ça soit réglé par le politique. Donc, pour la sortie comme monsieur le procureur, en tout cas, ce n'est pas la bienvenue. Merci, M. Kwaku. On vous a bien compris. Merci de votre participation à cette émission. On va poursuivre. On parle donc de la sortie du procureur. Je sais que vous êtes impatient de réagir, Félix Boni. Mais j'aimerais revenir donc à la question de ces poursuites-là. Et je me tourne vers vers Landry Cure, vu que vous êtes un juriste sur le plateau, notamment du fait qu'on remarque ou certaines personnes dénoncent le fait que les poursuites visent uniquement des personnes de l'opposition. Alors, moi, je vais être contextuel, puisque les poursuites dont il s'agit concernent une situation spécifique. On veut parler, par exemple, de la crise post-électorale de 2011. Oui. La crise post-électorale de 2011, ensuite, il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça, exactement. Mais selon les différentes crises, une certaine partie de l'opinion pense que les poursuites judiciaires ne visent que l'opposition. Vous dites une partie de l'opinion, donc une autre partie de l'opinion pense différemment. Mais que répondez-vous à cette partie de l'opinion? Moi, je réponds tout simplement que le procureur de la République juge qu'on poursuit à l'opportunité. L'article 1er du Code de procédure pénale dit ceci. Le procureur de la République poursuit au nom de l'État de Côte d'Ivoire à son intime discrétion et à l'opportunité. On a donc une première crise. Je crois que lorsque l'on étudie les différentes questions qui ont été traitées par la justice ivoirienne, on ne peut pas dire tout de go qu'il n'y a eu un seul camp concerné. On peut peut-être regretter que, d'un point de vue arithmétique, il y ait beaucoup plus de personnes qui se réclameraient d'un certain camp et qui seraient donc tenus ou poursuivis par l'opposition, par le ministère public. Mais n'oubliez pas que, par exemple, M. Amédée Ouremi, par exemple, a fait l'objet de poursuites et de condamnations. Donc, je suis certain que dans ce cas-là, lorsqu'on a un regard beaucoup plus objectif, on doit bien se rendre compte qu'il y a un effort au niveau de notre justice de pouvoir traiter la question de la manière la plus équitable possible. Mais sauf que je ne nie pas, et je ne vais pas rejeter du revers de la main, le sentiment qu'a la population, une certaine partie de l'opinion, qu'il n'y a qu'un seul camp. Mais le dire ainsi n'est pas absolument vrai. OK, on vous a bien compris. Félix Boni qui voulait donner son avis tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc finalement... Tu as oublié. Non, je n'oublie pas, mais je veux dire, c'est une question de temps pour pouvoir éventuellement réagir sur... je veux dire, on concède à tout le monde, nous concédons tous la séparation des pouvoirs par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Mais hélas, s'il y a coïncidence, il y a eu, c'est que ça a été une coïncidence vraiment malheureuse parce que cette sortie du procureur a fait que quelque part l'opposition va à un dialogue avec une sorte d'épée de Damoclès et quand c'est comme ça, il manque de sérénité par rapport au dialogue tel que ça avait été commencé au départ. Je pense que pour la réconciliation, pour le bon ton qui avait été commencé, cette sortie du procureur aurait eu un autre répondant du côté du pouvoir pour essayer de dire qu'il faut temporiser, nous allons privilégier le dialogue pour que nous puissions éventuellement retrouver une stabilité en Côte d'Ivoire. Ça aurait été intéressant. Parce qu'une fois que le politique prend en main certains dossiers importants par rapport à des dossiers qui ont vu la mort de centaines, de dizaines d'Ivoiriens. En tout cas, je pense qu'une fois que le politique, qui est l'acteur principal de ces dérives, de ces morts, je crois que quand ils prennent le dossier en main pour dire on va s'asseoir, on va s'entendre pour éviter que nous commettions les mêmes erreurs, pour que nous puissions nous entendre avancer, il faut donner sa chance vraiment à la réconciliation. Il ne faudrait pas dire qu'il faut que tout passe forcément par la justice. Tout à l'heure, j'entendais parler le juriste, mon frère Couillou. Mais les acteurs principaux de tout ce que nous vivons là, ce sont les acteurs politiques. Absolument. Il ne faudrait pas aller chercher d'autres personnes, des esprits ailleurs, des intellectuels. Les intellectuels, là, vous avez des occasions. Ils ont des occasions de réagir sur les plateaux de télévision, dans des journaux écrits. Les intellectuels, s'ils démissionnent, que les politiques décident de faire leur part, il faut les laisser faire leur part. C'est très important ce qu'il dit. Quand deux personnes, monsieur et madame, se sont battus dans leur maison, qu'on veut les réconcilier, je ferai moins que 30 secondes. Que monsieur et madame se sont battus, on les appelle et ce sont eux qu'on appelle pour réconcilier. Mais on ne va pas aller chercher une tierce personne. À la limite, ce sont les témoins qu'on va adjoindre. Mais il ne faudrait pas aller chercher ailleurs. Une réponse rapide. On se retrouvera au Forum pour la réconciliation nationale avec plein de discours qui n'ont rien à voir avec les réalités et on s'en sortira pas. Entre 1789 et la Ve République, il s'est passé près de 160 ans de dialogue national et politique.
près de 160 ans. Vous voulez nous engager dans 160 ans? Mais justement, aussi? ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions s'épuisent à mesure qu'elles sont posées. Et je pense que M. Eboni, Félix Boni, évacue avec trop de facilité la nécessité, n'est-ce pas, du débat dans l'espace public. Parce que le politique n'est jamais au centre, jamais. Je vous mets au défi de regarder tous les instants de progrès des sociétés que nous regardons comme des sociétés avancées. Ça a toujours été un état du débat national qui a été pris en charge, n'est-ce pas, par le personnel politique. Quel est l'état du débat national? Comment le politique lui-même se désaxe? Mais je suis d'accord. Comment les intellectuels, comment la société civile elle-même, comment le corps civil, j'ai même pas envie de dire la société civile parce que ça la spécialise, comment le corps civil lui-même participe au débat, comment il fait en sorte que cette hypertrophie de la politique ou du politique, c'est vraiment une hypertrophie du politique, qui est l'objecteur de conscience en Côte d'Ivoire, qui est l'acteur, n'est-ce pas, public, mais qui est aussi l'objecteur de conscience. Vous avez vu ce que les gens du RHDP ont dit tout à l'heure. Les termes gratuitement belliqueux qu'ils ont employés, ça veut dire qu'ils sont détenteurs de la morale publique. Ce n'est pas à eux de décider. Comme ce n'est pas à certains acteurs politiques d'avoir à débattre de qu'est-ce qui est l'interprétation possible ou non de la Constitution. Dernier point sur la justice. Parce qu'effectivement, c'est une question qui est au centre du débat actuel. Nous sommes d'accord qu'il y a des problèmes sur la place de la justice dans le cadre de la séparation du pouvoir. Mais l'occasion est bienvenue pour que la justice, la place de la justice et son importance et sa centralité même soit débattue. Parce que cette formule essentielle que le préhumanisme, justement, a institué en reprenant le propos sacré. Dilirite justitiam, qui judicatis terram. Aimez la justice, vous qui jugez la terre. La justice est au centre, n'est-ce pas, de la cohésion nationale. Et si les acteurs du système judiciaire eux-mêmes se mettent à la remorque du politique et en l'occurrence de l'État, la réconciliation n'est pas prête d'arriver. Docteur Agoubi, on a bien compris. Je veux juste préciser que jusque-là, c'est la suspicion légitime. Jusque-là, c'est un procureur qui fait son travail et il faut laisser les gens faire leur travail. Parce que si nous sommes dans une société où on doit toujours soupçonner les gens d'être à la remorque ou de ne pas être à la remorque, de ne pas faire leur travail, je crois que le procureur a fait son travail, ça n'empêche pas que le dialogue politique continue. Et il faut justement, et je rejoins Paul là-dessus, que l'on revienne dans le champ politique avec toutes les valeurs du champ politique. Et en respectant les normes, en respectant la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension évaluative. Évaluer les hommes politiques, c'est ça. Mais si, lorsque le procureur fait son travail, on estime que parce qu'il est au parquet et que le parquet travaille pour le gouvernement et que avec le timing, ce serait une action peut-être souterraine du gouvernement, non. Jusqu'à ce qu'on laisse le procureur travailler, jusqu'à ce qu'on ait des éléments qui prouvent que là, il n'est pas en train de faire son travail. À partir de ce moment, on lui dit, monsieur le procureur, vous ne faites pas votre travail. Merci, Aristide. Docteur Préyon. Oui, je suis pas d'avis. Quand chaque fois, on veut réduire la crise ivoirienne à une crise politique. C'est vrai, dans l'histoire de notre pays, la crise, elle a été éminemment politique. Ça, on le sait. Mais aujourd'hui, justement, cette facilité à faire de l'ordre politique l'ordre primordial nous envoie dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on a bloqué un processus à cause d'une interprétation. Ouais. Parce que ce qu'on ne dit pas, de façon didactique, il faut restituer les faits. Il s'agit de quoi? Mais l'opposition dit qu'elle est toujours partie prenante à la discussion. Mais elle pose que des inquiétudes. En réalité, lisez le communiqué du PPACI, du PDCI. Vous pensez que ces inquiétudes ne sont pas légitimes? Non, le procureur de la République annonce des poursuites. Mais oui, non, mais qu'est-ce qui empêche l'opposition de rencontrer le Premier ministre? Parce qu'en réalité, les questions qu'ils posent, est-ce qu'ils ont posé ces questions au Premier ministre, qui est celui qui représente le président de la République dans la discussion? Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a dit qu'on va discuter, je ne suis pas convaincu qu'on soit d'accord, mais privilégions l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire quoi? Les deux camps, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, il appelle tout le monde à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Donc, quand le procureur sort et que vous, l'opposition, vous estimez qu'il y a une coïncidence malheureuse et cela vous conforte dans votre position selon laquelle le président n'est pas forcément de bonne volonté dans la discussion. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mais vous rencontrez le Premier ministre.
et vous ne faites pas de vos inquiétudes. Est-ce que vous avez forcément besoin d'appeler la communauté internationale nationale à témoin? Quand on prend le RHDP qui fait une sortie malheureuse, le ministre Adjoumani, il contredit les propos de son premier ministre qui, lui, quand il prend la parole, il est diplomate. Il dit, on ne va pas s'entendre, mais privilégions le futur de la Côte d'Ivoire. Les jeunes ont besoin, la jeunesse ivoirienne a besoin de paix et l'État de Côte d'Ivoire a besoin de développement. Donc, allons-y, soyons responsables. M. Adjoumani, quand il prend la parole, le ministre, mais regardez les propos qu'il tient. Les propos sont excessifs. Et ces propos n'ont rien à voir avec le communiqué du PPACI et du PDCI. Donc pour vous, voilà. Okay. Regardez le communiqué. D'accord, on va poursuivre. Je finis même, il dit que l'opposition s'apprend avec violence au propos du procureur. Mais qu'est-ce qui est violent dans le communiqué du procureur? Merci, Dr Preyon. On vous a bien compris. Avant donc de continuer, on va continuer le débat après cette petite pause. Sur le plateau de NCI 360, le dialogue politique est-il menacé? C'est le thème que nous abordons ce soir. Je vais permettre à Dr Preyon de finir rapidement votre commentaire tout à l'heure, mais en même temps, vous posez une question. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ou de dire aux Ivoiriens ce soir qu'il y a une incohérence entre le discours, la déclaration du RHDP et le discours du Premier ministre, notamment le discours du gouvernement en ce qui concerne le dialogue politique? Tout à fait. On l'a dit, hein, c'est le président de la République qui initie le dialogue politique. Et puis, le Premier ministre qui l'a commis pour diriger les débats, il a fixé un cadre. Quand il appelait les acteurs, il dit, peut-être qu'ils ne l'ont pas bien suivi, il dit, je souhaiterais qu'on puisse engager le dialogue dans ce sens. Allons-y, regardons l'avenir. Voilà ce qu'il dit. Et maintenant, l'opposition, quand ils prennent la parole, regardez leur communiqué. Ils disent s'inquiètent. Ce sont des inquiétudes. Vous avez dit légitimes. Mais je demande à l'opposition, qu'est-ce qui empêche l'opposition, puisque c'est le dialogue, de rencontrer les autorités, parce qu'il y a l'État et le RHDP. Le RHDP n'est pas l'État. L'État, c'est le Premier ministre et le Président de la République. C'est l'État qui vous convie à une discussion. Vous avez vu des choses qui ne sont pas claires. Vous estimez que le timing est bizarre. La preuve, ils disent que le gouvernement leur demande de déposer le TDA du 10 au 27 décembre. Eux, ils ont du 17 au 27. Ils ont déposé leur TDA le 17. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas réagi et une semaine après, le procureur réagit. Mais en fait, ce sont des questions. Allez-y poser les questions au Premier ministre. On n'a plus assez de temps, sinon on a largement dépassé le temps imparti. Je donnais la parole à Dr Boga. Oui, non, moi je voulais simplement dire que, bon, d'abord, le dialogue politique n'est pas interrompu. Ce n'est pas l'opposition ni la société civile, en tout cas les acteurs de ce côté-là, qui tiennent les mannes. Okay. Les mannes sont entre les mains du pouvoir, du gouvernement, donc du Premier ministre. Et depuis, d'ailleurs, j'en ai un peu voulu à l'opposition et à la société. On nous avait dit, le 16, déposez vos thématiques le lendemain à 18h. Bon, certains ont dit que c'était trop juste, on a dû reporter. Et depuis, moi je dis, on donne une opportunité au pouvoir, ce n'est pas bien. Donc, une chose est sûre, le débat n'est pas interrompu. Mais ce que je dois dire, moi je veux vraiment lancer un appel au chef de l'État et au Premier ministre. Ce sont eux qui ont pris l'initiative, en fin de compte, d'ouvrir le dialogue politique. Moi je suis sous contrôle judiciaire. On a beaucoup de choses à reprocher à notre justice et à notre pays. Mais tout cela, il faut suspendre. Parlons-nous pour trouver des solutions aux problèmes de fond de ce pays. Parce qu'il y en a des graves. Vous dites justice là. Elle n'est que dans un seul sens. Ok, merci beaucoup, docteur. Il ne nous reste plus assez de temps, sinon on a largement dépassé le temps imparti pour ce premier terme. Alors je fais de la discrimination positive en donnant la parole à Landry Cuyo. Et vous demandez en même temps de donner vos solutions. D'après vous, que devons-nous faire pour un dialogue politique inclusif, pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette situation? Alors, étant donné que les uns et les autres sont convaincus de la pesanteur du pouvoir exécutif sur le judiciaire, alors soyons rassurés. Car si c'est l'exécutif qui donne le pas et le là, à ce moment-là, on n'a même pas d'inquiétude. Il suffit d'écouter le président de la République et le Premier ministre pour savoir tout simplement qu'il y a un cap qui est donné, qui est celui de pouvoir travailler ensemble afin de pouvoir créer les meilleures conditions possibles pour que la Côte d'Ivoire n'ait plus à souffrir de ce qu'elle souffre quotidiennement et périodiquement à l'occasion des élections. Par voie de conséquence, il faut que les Ivoiriens sortent de cette surenchère-là
tenue par les différents partis d'opposition qui ne sont pas l'État, qui ne sont pas le Premier ministre, le Président de la République. Quand on écoute le PPACI et quand on écoute le RHDP, c'est de la surenchère. Mais il faudrait qu'on reste canalisé. Les uns et les autres n'ont jamais rompu ou interrompu. Ils sont engagés à continuer le dialogue politique, mais dans tout dialogue d'une telle ampleur, il y a ces moments-là de friction où on fait lever les enchères. Mais pour moi, je suis convaincu d'une chose. Quand on écoute Alassane Ouattara et Patrick Achi, on sait là où on va et les uns et les autres le savent. Le reste, c'est juste de la surenchère afin de pouvoir lever les enchères et obtenir plus ou moins. Merci beaucoup. On vous a bien compris et je ne pourrai malheureusement pas donner la parole aux autres invités pour votre réplique. En tout cas, le temps ne sera jamais suffisant sur ce plateau pour aborder tous les sujets. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation.